Et je vous indique qu'aujourd'hui, nous allons parler déjà le 12e épisode, donc il y a 11 épisodes visibles sur la chaîne YouTube Préfiguration, sur celle de l'Espace Déclic, qui m'a invité il y a un an déjà à faire une histoire de la photo, chapitre après chapitre. Et puis cette histoire de la photo, en 12, 11 tomes et 12 aujourd'hui, parle du 19e siècle, de son invention. Et puis récemment, peut-être les 4 dernières fois, j'ai parlé du fait que la photo anonyme avait un rôle à jouer, et que c'était une façon un peu curieuse d'examiner l'histoire de l'art, parce que regarder une, une histoire de l'art sans auteur, c'est pas forcément banal, que l'image avait justement par sa circulation un sens politique, que ce soit le trucage de photos politiques ou que ce soit les images ouvertement faites par des journalistes à dessein pour aiguiller l'opinion politique. Et on est un peu dans la continuité de ça. C'est aujourd'hui une histoire de la photographie dans le fait que l'image qui sert de fond, vous voyez mon plan, je le montre toujours, je fais pas de PowerPoint. Nous allons voir comment on a inventé les revues illustrées. C'est assez vieux et on va s'appuyer sur des gravures, puis la photo va arriver assez tardivement. Et puis, la grande invention du XXe siècle, qui serait presque une façon très exagérée de résumer tout le XXe siècle, c'est le photomontage, le fait de coller des éléments, comme derrière moi, la merveilleuse Anna Hoch. Alors, je ne parle pas allemand, donc on dit Hoch. Je vais prononcer à la française, c'est la seule façon de ne pas l'écorcher, donc ça va être ridicule, c'est Hoch. Parce que sinon, il faudrait que je le prononce à l'allemand et j'en serais incapable. Et puis, sans doute qu'on ne parlera pas du photomontage russe et du surréalisme, mais c'est parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, de cette idée que le collage, l'assemblage de photos pas faites par l'auteur, de photos qu'il a récupérées ici à Nauk et qu'elle a assemblées en les découpant dans des magazines. Voilà, les deux parties en une petite heure, c'est comment ces magazines sont arrivés, comment ils se sont multipliés, et on va voir que les chiffres de tirage donnent le tournis, et comment des artistes vont, en un sens, dans un deuxième temps, ne plus être directement les créateurs des œuvres. Ce sont plus eux qui vont produire une photo ou un dessin, une peinture, mais s'appuyer sur des choses qui existent déjà, dont on pourrait dire, c'est pas de l'ironie, hein, parce que Anna Hawke a parlé d'être à la table de montage. Si on prenait une comparaison très contemporaine, c'est celle d'un disjockey, c'est-à-dire de quelqu'un qui va prendre des sons pas faits par lui, il va les assembler. Donc l'invention de la revue, le collage et Anna Hawke. C'est parti pour aujourd'hui. Aussi un petite image du studio Déclic, d'où je viens et où je retourne à chaque fois, et où on se retrouvera le mois prochain pour parler d'Adjet et de la photo de ville, parce que j'aurai un double rapport avec l'histoire de la ville. Ce que je voudrais donner, si vous ne l'avez jamais suivi, en haut à gauche est écrit la référence de l'image. C'est un petit diaporama que j'ai pris sur le Google Culture, qui a été édité par le musée de la photo Nicéphore Niepce, qui est une petite merveille à Châlons sur la route de Lyon. Il faut absolument s'arrêter pour voir ça. Voilà comment avant la photographie est diffusée. C'est une idée qui est très simple et très bizarre pour nous. C'est que la photo à ses débuts, ce sont des pièces uniques en fait. Ce sont des œuvres simples. Voilà la première photo de l'histoire de la photo avec la table dressée que je montre pas souvent de Niepce sont des images qui vont toucher une plaque photosensible, on va les révéler. Et, euh, et ce qui est bizarre pour nous, c'est qu'il n'y a pas de pellicule, il n'y a pas un support inversé qui va devenir le positif après. Ça va venir avec Talbot, je vais l'expliquer, l'anglais, mais il n'y a pas non plus de multiples. Alors qu'on l'a vu, on le reverra le mois prochain, le premier théoricien de la photo, Walter Benjamin, parle de l'image à l'époque de sa reproductibilité technique, c'est-à-dire le fait qu'on puisse la multiplier. Et je voudrais commencer par ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on multiplie les images, comment, à quelle époque seulement 1856 puis 1880 les images vont être multiples, alors que là on a la première photo 1800, je dirais 24 et 1839 l'invention officielle. Donc on va pouvoir fixer le monde avec des images vues de notre fenêtre, c'est le cas de Niepce ici, mais on va mettre du temps à ce que ce soit multiple. Et donc encore plus de temps à ce que ce soit multiplié dans les magazines. Mais ce qui est intéressant, c'est que Niepce lui-même, quand il commence, euh, eh ben, il a l'idée, il a deux axes dans son travail. Il va mourir assez tôt et Daguerre va le rencontrer, travailler avec lui et puis valider ce qui va s'appeler après le daguerréotype.
c'est que Niepce va aussi travailler à l'idée qu'on puisse reproduire mécaniquement une image par la lumière qui s'impose sur une plaque pour pouvoir copier des gravures, pour pouvoir servir d'appui pour la culture, pour l'histoire de l'art, pour la formation, pour les musées, voilà, un outil qui permettrait de reproduire très vite, mécaniquement, sans main de l'homme, des éléments. Ce qui fait que dans ce petit diaporama, vous voyez, qui est sur Google Culture, qu'on trouve en ligne, hein, mais qui a été écrit et fait par le musée Niepce, j'ai juste capturé. La Sainte Famille, le retour d'Égypte, c'est une gravure de Desrochers de 1826, mais qui est reproduite par Niepce. C'est-à-dire qu'il cherche aussi, on voit le résumé ici, les images sont pas très bonnes. On a une gravure de 1650. Il va réussir à imprimer Hélios et Soleil, graphiste et dessiné sur une plaque d'étain inversée, qui fait qu'à partir de ce creusement de la plaque de métal, puisque vous avez compris que les premières photos sont sur une plaque de verre ou une plaque de métal, mais qui ne sont pas creusées, il va pouvoir faire une épreuve tirée sur papier d'après l'héliographie originale. Donc, pour qu'on ait bien en tête ça, il n'y a pas de multiples et il n'y a pas les premières photos sont inversées. C'est-à-dire que l'image qu'on a là, finalement, c'est une photo de la photo pour la remettre à l'endroit. Et je vais vous montrer une petite vidéo pour qu'on soit sûr de bien comprendre de quoi on parle. Avec une reproduction meilleure venue de cette petite exposé, une de ses premières réussites, c'est cette gravure initiale qui montre le cardinal d'Amboise, un anonyme. Voici la plaque d'étain qui est insolée par un système chimique qui permet parce qu'on connaissait déjà ce procédé, et puis le tirage. Un petit peu flou, mais on est pas mal quand même. Là, on va avoir un système qui intéresse dès le début Niepce de pouvoir multiplier les images par un procédé mécanique. Pour faire court, Niepce ne va pas trouver tout à fait, mais on a besoin de le montrer parce que c'est vraiment la préhistoire et c'est Henry Fox Talbot, l'anglais, qui va y arriver. Deuxième petit élément, après avoir collaboré avec Niepce, c'est en bas à droite. En bas à gauche, il y a les photos sont de Noël-Marie Pémal-le-Rebourg, qui est un des premiers photographes dont j'avais encore jamais parlé. Voilà, Daguerre poursuit les travaux après avoir collaboré avec Niepce. Il aboutit à un procédé de daguerréotype qui sera présenté au monde de la science et des arts en 1839 et diffusé dans le monde entier. Alors, faire des daguerréotypes, ça devient un grand succès, mais c'est ce que je vais vous expliquer là, dans cette première des trois parties, c'est un positif direct, c'est-à-dire il y a une image sur la plaque et on ne peut pas multiplier. On pourrait trouver l'équivalent avec un Polaroid. C'est une photo Polaroid, l'image est sur le papier, pas moyen de. Il faut faire une photocopie ou il faut reprendre en photo les images, ce qu'on fait aujourd'hui quand on a des Polaroids de Warhol, par exemple. Voilà, c'est une photographie unique et très difficile à reproduire. Donc il faut qu'on se mette en tête que les débuts de la photographie, c'est la magie de la lumière qui vient faire une image non faite à la main. C'est déjà beaucoup, c'est ce qui fait qu'elle n'aura pas de statut d'art très tôt, et que cette image étant souvent faite anonymement dans un usage quotidien, c'est bien aussi mon sujet du jour, c'est que la photo va être souvent un document, et, et en tant que document, la photographie va être justement pas très valorisée en tant qu'œuvre d'art, en fait, elle va circuler. Mais elle n'est pas encore capable, en tant que document, d'être multiple. Celui qui va faire ça, voilà, comment est-ce qu'on fait à l'époque? Le Rebourg va trouver un système. Puisqu'on ne peut pas reproduire les daguerréotypes, on ne peut pas les imprimer et donc les diffuser, il faut un dessinateur qui va recopier la photo, puis un graveur qui va graver le dessin. Pour le dire vite, c'est du taf. Et ces gens-là ont un talent fou. Et d'ailleurs, ça va accompagner toute la moitié de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. L'essor de la gravure en Europe, en France notamment, va aller avec l'essor de toute cette presse, et surtout de la gravure anglaise d'ailleurs. Parce que la presse illustrée, c'est vraiment anglais, avec une intention pédagogique de montrer par l'image, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et la stimulation par le marché de la presse, par le fait qu'on diffuse beaucoup, qu'on a besoin d'images toutes les semaines, tous les jours, va développer et aider beaucoup le développement de la gravure avant que 1880-90, la photo prenne le relais. Là, on est encore dans un intermédiaire où les graveurs
vont copier des photos. Et pour finir, la petite histoire de Le Rebours, qui est pas connue, 1840, inventé en 39. Hein. Sur les 1200 vues réalisées, Le Rebours part partout dans le monde faire des images. Il peut en faire reproduire 114 avec des lithos d'après, lithos pierre, gravure sur pierre, on va dire, d'après les daguerreotypes. Donc, ce sont des multiples faits d'après des photos, mais à la main. Deux séries entre 1840 et 1840. Et arrive Talbot. Talbot qui a inventé, entre guillemets, la photographie en même temps que Niepce et Daguerre en Angleterre sans se concerter. Et qu'est-ce que fait Talbot de tout à fait passionnant que je vais vous montrer grâce à cette magnifique petite vidéo qu'on retrouve facilement sur YouTube, qui est anglaise elle aussi, qui montre comment marche un calotype calo. C'est beau, c'est un tirage joli. C'est comme ça que Talbot appelle son invention. Alternative way to capture what he Vous could n'avez pas see. besoin de comprendre l'anglais. In 1834, he began to experiment with ways to make and fix images using light and chemistry. Scientists already knew that silver, when combined with salts, was sensitive to light. Avant que vous vous endormiez, parce que ça ne dure même pas une minute, on avait connaissance du fait que le soleil et l'ombre puissent fabriquer des images, un dessin, et que des éléments chimiques soient photosensibles. On a quand même un problème qui va rester longtemps, c'est que une fois que ça apparaît, il faut stopper le système. Ce que va faire Talbot, qui est assez génial, qu'on vient d'apercevoir, c'est tout simplement que sur une plaque photosensible, mais qui n'est pas tout à fait une plaque, c'est plutôt une feuille de papier, c'est ça qui va tout changer. Il va mettre des objets, comme si vous le faisiez sur votre photocopieuse, votre imprimante, mettez votre main, et puis vous appuyez sur le bouton, et puis hop, ça masque l'endroit où. With this in mind, Talbot coated paper in a solution of table salt, then a solution of silver nitrate, to make it light sensitive. This combination of chemicals caused the paper to darken in sunlight. To make an image, Talbot placed an object, like a leaf, on top of the sensitized paper and left it in the sun. The object blocked out the light. Voilà, on a compris, c'est hyper simple, c'est hyper génial. On masque et on va, à cause de ça ou grâce à ça, pas faire de portrait avant un bon bout de temps. Ce que va faire Talbot, c'est qu'il veut montrer la force de son calotype. Je vais vous montrer comment c'est fait vraiment, mais vous voyez le principe. Qui va être le premier à éditer un livre dont j'ai parlé, hein, le Crayon de la nature, en 1844. C'est-à-dire, il va être le premier à utiliser des tirages qu'il a fait d'après ses calotypes, qu'il va mettre dans le livre directement. Qu'on soit bien d'accord, on est dans la première des trois parties, c'est comment faire une image multiple à partir d'une photo. C'est ça qu'on est en train d'essayer d'examiner. Je reprends mon petit exposé fait par le musée de la photo à Chalon. Plutôt que de réaliser des images uniques positives sur métal, ce que faisaient Daguerre et Niepce avant, Talbot invente en 1941 le calotype, à placer au scrap sa cartonne, une photographie négative sur papier. Alors moi, je lisais ça depuis longtemps et je me disais, une photo négative sur papier, comment il arrive à imprimer, on prend notre Polaroid, à imprimer sur papier et puis à multiplier après. Le calotype va devenir une matrice. Je vais répondre avec une vidéo géniale du même éditeur anglais qu'on retrouve facilement en tapant calotype sur YouTube. Il va faire une image qu'il va diffuser dans ce livre The Pencil of Nature. C'est-à-dire, il veut, avec un nombre d'exemplaires pas énorme et assez coûteux, hélas, mais montrer dans un livre manifeste en collant les photos directement. C'est un peu comme si vous faisiez des photocopies, que vous assembliez un livre par vous-même. Vous regardez à quel point, venez au studio Déclic, on peut à nouveau faire des livres par soi-même avec ses propres photos. On a de plus en plus d'interfaces qui mettent en page, qui valorisent nos images. Et pendant longtemps, il faut avoir ça en tête, on y reviendra plus tard, dans un an ou deux de conférences mensuelles. Les photos, c'est pas dans des musées qu'on les voit. Les photos, c'est dans les journaux qu'on les voit. Et les photos, ce sont aussi dans les livres qu'on les voit. Le support livre, le support magazine, le livre est très supérieur puisqu'il va pouvoir permettre de faire de la mise en page, et le moment où on peut le plus diffuser l'image, puisqu'elle n'était pas considérée comme artistique. On va
par le moyen du livre, avoir des tas de moyens de faire connaître ces images. Talbot veut associer texte et images photos sous forme de livre, et il est le premier à induire, en tout cas indirectement, la notion d'acte de création et d'auteur, puisqu'il fait une photo, il la met en page, il met un texte avec et il le diffuse. Il fait quelque chose qui est redoutablement important. Et alors, comment a lieu un petit calotype? Regardez ce monsieur anglais qui est tout à fait doué. Il pose son appareil photo en extérieur, il a mis dedans une petite plaque, et le voici dans sa chambre noire pour essayer de révéler et de préparer le support. Preparing the negative under red light. A light-sensitive solution is mixed. Its active ingredient is silver nitrate, which darkens when exposed to light. Drops of a weak acid solution are added to balance out the effects of the silver nitrate and keep light areas light. The sensitizer is applied to paper, which is placed inside a wooden holder for a camera. The camera. Jusque-là, vous avez compris, on a mis la matière photosensible, masqué l'élément, on va le mettre dans l'appareil, on va faire une prise de vue, ça, je pense que tout le monde comprend. Et on va voir juste après comment il fait un multiple. Is loaded, and the lens cap is removed to let light in and expose the paper negative inside. Because of the way light travels, the image appears upside down on the camera's viewing screen. In bright sunshine, it takes around 3 minutes to capture the image. But at this stage, it is not visible. In the darkroom, the developer is prepared to bring out this latent image. The timer is set, the developer is applied, and the negative begins to appear. Vous notez, c'est important que notre négatif, c'est pas le bon mot, on est d'accord, l'image produite est sur un morceau de papier. Par contre, elle va être produite inversée, c'est-à-dire les noirs sont blancs, les blancs sont noirs. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est que ce support qui a l'air fragile, papier, va servir de négatif. Il va être en un sens le premier Talbot inventeur d'un négatif. Et vous allez voir tout de suite comment. The key developing ingredient is gallic acid, which speeds up the reaction of light with the silver solution on the paper to reveal the image. Once the negative is dark enough, the paper is submerged in a solution to wash away any remaining silver and fix it. To make a positive print, another piece of sensitized paper is placed. Alors, on a notre image, vous allez comprendre tout en le voyant apparaître. On a notre image de porte qui est inversée, qui est notre négatif papier, et tout simplement, c'est pour ça que je voulais vous montrer les feuilles d'arbre posées sur le papier, mais il va faire la même chose en fait. Il va mettre un autre papier, il a son négatif avec la porte inversée noire. Il va mettre dessus une feuille de papier et avec le soleil qui passe au travers, eh ben, ça va imprimer à l'envers une image positive par le moyen du soleil, rapidement, en quantité voulue, énorme. Placed onto the negative in a printing frame. The frame is flipped over, taken outside and exposed to light. Sunlight passes through the light areas of the negative, turning those areas of the paper underneath dark. It can take anything between 5 minutes and a few hours to create the positive image, Regardez comme c'est beau. 5 minutes. depending on the strength of the sunlight. Vous avez compris le principe. On a, avec Talbot, une longueur d'avance en Angleterre sur la possibilité de faire des images multiples, ce que la France n'a pas fait. Et donc, dans ce livre, The Pencil of Nature, en 1842-44, on a la possibilité d'avoir plusieurs images de plusieurs objets, plutôt des objets, je le disais, pour la science, pour la vie de tous les jours, pour les études. Et puis, des sujets qui sont une merveille, comme qu'on peut imaginer quand on découpe. J'ai montré Anna Atkins l'autre fois, c'est-à-dire comment avec des algues, des fleurs, des herbiers, de la dentelle, on peut fabriquer tous ces éléments. Et on va voir que Anna Hawke a un peu rapport avec ces sujets du collage et du photomontage. Voilà, le livre de 1844 qui fait le résumé de tout ça. Et nous voilà partis à la quête
de notre deuxième morceau, de comment les photos vont arriver dans les journaux. Alors, on peut commencer par des éléments simples, là aussi, tout en haut à gauche, 1832, premier magazine, si on peut dire ça, journal hebdomadaire, 16 pages, un penny vendu au Royaume-Uni. Le le Chambers Edinburgh Journal, qui va diffuser régulièrement de l'information. C'est le tout premier journal qui paraît de cette façon-là, c'est-à-dire un journal, on va dire revue, pardon. C'est-à-dire quelque chose de régulier, publié avec justement un contenu qui n'est pas tout à fait le même selon les journaux. Et regardez ce qui est écrit en haut, 84 000 exemplaires. On est évidemment face à un système qui se développe au XIXe siècle de multiplication de la gravure industrielle, de simplification d'accès au papier et de simplification de la diffusion. On va voir au XIXe siècle des maisons de la presse qui vont arriver en Europe, qui vont être les relais pour diffuser ça. Et bien qu'on passe aussi par certains journaux, on va le voir, avec des crieurs qui vendent à certaines heures certains éléments. 1832, on est presque il y a 2 siècles, hein, c'est-à-dire un système de diffusion plutôt en Angleterre qui va montrer et donner accès à tout le monde à beaucoup d'informations. Mais cette information qu'on croit neutre, qu'on essaye plus ou moins selon le programme politique, ce serait un peu long à faire, même si il n'y a pas énormément de sources sur cette histoire des revues et sur cette histoire des revues illustrées, surtout. C'est le concurrent qui arrive juste après, Penny Magazine, voilà, qui coûte pas cher du tout non plus, lancé en images, avec des gravures dessinées à la main, mais qui sont très spectaculaires, qui est la réponse au Chambers Edinburgh, qui est sorti seulement 2 mois plus tôt. Et 3 chiffres simples. Le Penny Magazine, 1832 aussi, hein, première année, 200 000 exemplaires. C'est énorme comme système de diffusion en Angleterre, hein. Deuxième élément important, et qui est écrit en haut aussi, en 1832, on a 75% des écoliers en Angleterre qui sont analphabètes. Et 300 000 enfants ne vont pas à l'école. C'est-à-dire 300 000, oui, petit chiffre, 30 millions. C'est-à-dire qu'on a besoin des images. On a besoin des images pour impressionner, pour toucher tout le monde, puisque tout le monde ne sait pas lire. Et donc, cet enjeu de gravure et bientôt de photographie va s'appuyer sur une intention quelquefois pédagogique quand les auteurs ou les créateurs sont des gens liés à Saint-Simon, à l'esprit des Lumières, à la diffusion du savoir. Vous voyez le sous-titre du Penny Magazine, hein, Société pour la diffusion d'un savoir useful, facile à utiliser, mais aussi avec un enjeu complexe. C'est pour ça que cette couverture d'octobre 32 du Penny Magazine est intéressante, c'est que on sait d'avance que le boa constrictor, attention, c'est quand même un peu saisissant, on achète ça pas cher, ça paraît toutes les semaines, il faut absolument qu'on ait ça. C'est impressionnant, waouh, un boa constrictor. Il n'attaque pas de cette façon-là ses victimes, il les enserre. Et le rédacteur en chef avouera qu'il a demandé à l'illustrateur de faire quelque chose de plus spectaculaire pour impressionner plus et pour donner envie davantage d'acheter le livre. Donc, pas une information tout à fait neutre, ça n'existe pas. Il n'y a que ceux qui lisent 20 minutes qui croient que l'information, elle est neutre, elle n'est jamais neutre. D'ailleurs, même quand elle est neutre, elle est pas neutre puisqu'elle ne prend pas parti. Cette idée de diffuser à un plus grand nombre de gens en s'appuyant sur l'image a une intention de toucher un public moins riche, moins lettré, et de diffuser pour une grande quantité des reportages sur le monde. Si on continue voilà, ça vaut 1 sou. Et c'est illustré avant tout par des gravures sur bois. C'est sorti, vendu à la criée dans les milieux ouvriers parce que c'est leur cible principalement.
Il faut donc avoir un tout petit coût de revient et de fabrication avec une énorme diffusion parce qu'il faut aussi payer les graveurs. Ce qui va se passer en France, qui est tout à fait marrant, c'est qu'il y aura beaucoup de journaux français qui, eux, vont piquer des gravures aux Anglais sans leur demander la permission. Voilà, petit à petit, cette diffusion va exploser, puis flotter à un moment donné. Le Penny Magazine fait quelquefois des pleines pages avec des images qui ne sont encore que des gravures. On va accélérer un peu parce que beaucoup de choses à regarder. Voilà, l'équivalent en France, c'est le magasin pittoresque qui lui sort en 1833. On est sur un système d'abonnement mensuel et de livraison à la maison avec des images qui montrent l'importance de la France, du monde entier. Et puis la force de l'image, voilà, la découverte des mers du Sud, une sorte de tout l'univers pour ceux qui connaissent, qui va impressionner tout le monde. On est encore en 1833, même si ce numéro-là est de 1855. 1833, la photo s'invente en 1839, on est synchro. Le Londres illustré, qui va avoir une grande importance, on est en 1842, où on a une façon d'insérer les gravures à l'intérieur de l'image et de jouer avec. Toujours la même chose, avec la tentative d'assassinat de la reine Victoria, donc un gros tirage qui va être beaucoup diffusé, on est en 42. L'illustration dont on trouve quelques traces quelquefois dans les vides-greniers en France, on est en 1843. Et cette illustration, quand elle est lancée, vous voyez, on retrouve une sorte de compilation de ce que ces images montrent. En fait, elles montrent un pays qui par des images, cherche à montrer qu'il a des valeurs, des paysans qui travaillent, des richesses de patrimoine, de terroir. Là, c'est aussi dans cette partie du 19e que le régionalisme va se développer, qu'on va justement, en colonisant les pays qui nous ont rien demandé, chercher aussi à valoriser une notion de nation qui va être très forte et qui, dans les aléas politiques du 19e, qui sont assez forts dans tous les pays d'Europe, jouer à consolider des changements politiques très forts. J'avance encore un peu. Voilà, dans l'illustration, on a une tête de Raphaël Ancien. On a pensé que le peintre avait fait une sculpture. Cette sculpture vient, vous vous en rappelez peut-être, d'un album photo de Blanquart-Évrard. C'est celui qui a inventé les albums photos dans les années 50. Et le voilà reproduit en 52. Donc, une sculpture prise en photo par Blanquart-Évrard, publiée dans un album photo, gravée pour un magazine. On a la même chose, un journal illustré en 43 en Allemagne. On aurait la même chose assez facilement un petit peu après en Espagne. Et notre illustration qui montre les faits divers étrangers, le monde extérieur un peu partout. Avec, vous le voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est le petit sous-titre d'après une photo de Bank. C'est-à-dire, on a une gravure assez bien faite, petit à petit, qui va être faite par une machine, mais qui est d'après une photographie. Blanquart-Évrard, dont je vous parlais, va diffuser, je reviens à mon petit procédé, en 52, un album qui s'appelle Égypte, Nubie, Palestine, Syrie. Non, Blanquart-Évrard, c'est le... Pardon. L'album photographique, c'est Maxime Ducamp qui fait cet album sur l'Égypte. Ici, Charles Marville avec une série sur la cathédrale de Chartres. C'est-à-dire des livres qui contiennent des images photographiques avec un procédé de copie. On a la presse qui se développe et puis des livres très luxueux qui coûtent très cher, mais dans lesquels il peut y avoir des débuts d'images. Voilà, Zalman qui a fait en 56 ce monument de la ville sainte avec des reproductions photographiques. Ça coûte très très cher. Et dans lequel on va pouvoir retrouver texte en dessous et images intégrées. Et qui va nous donner, ici, Blanquart-Évrard dont j'avais parlé, un principe de diffusion de l'image. Vous voyez que c'est l'arrière-plan qui est imprimé avec tout le texte. Et puis, comme on avait, pour les plus anciens qui connaissent, la photo est collée avec un point de colle, puisqu'elle est tirée à part. On va mettre du temps à pouvoir tout imprimer en même temps. Alors, le monde illustré, que voici, il a une petite particularité. C'est ça qui est intéressant. Contrairement à ses concurrents qui misent sur l'actualité en images, le monde illustré ne met pas en valeur le nom de ses contributeurs artistiques puisqu'il les a piqués sur des gravures anglaises. Mais on a des auteurs, alors là aussi la littérature française
Et Anglaise va se nourrir de Eugène Sue, Sand, Dumas, tous ces gens qui vont écrire des feuilletons parce que ça paraît tout le temps et qu'il faut tenir en haleine tout le monde. Voilà. Et puis, ce qui nous intéresse dans le fait que ça soit pas de la photo, c'est que cet incendie des Halles centrales d'après nature par Charles Morel représente quelque chose qu'une photo ne pourrait pas montrer, obscurité, clair-obscur, mouvement, fumée, et que la gravure est encore à même de pouvoir diffuser. Il nous faudra beaucoup de temps pour que ce poids des mots et le choc des photos, il faudra que la photographie, en plus, arrive à une sensibilité assez efficace. Alors, ce qui m'intéressait pour finir sur cet univers illustré, c'est l'édito qui est signé par Théophile Gautier, parce que là aussi, il y a voilà à quoi ressemble l'univers illustré. On est 40 centimes le numéro, un système d'abonnement, 18e année en 75, ça commence en 58. Théophile Gautier qui fait un édito dans le premier numéro. Nous ne serons pas seulement un journal d'images, nous serons à la fois un journal et un livre. Nous contiendrons la chose sérieuse et la chose légère. Ce qui va nous amener sur mon sujet numéro 2, c'est-à-dire que les photos sont des documents, elles montrent des trucs qui se passent en fait, et puis c'est pas des œuvres d'art, c'est juste un compte-rendu de quelque chose. Et c'est aussi parce qu'elles sont des documents mineurs, entre guillemets, qu'on va pouvoir les découper, qu'on va pouvoir s'en servir pour les réactiver et passer à autre chose. Parce que quand je découpe la Joconde, c'est pas la même chose que quand je découpe la tête de Macron. Jouer avec, mais j'ai pas le même rapport de distance et le même rapport politique, entre guillemets, qui se fait avec l'un et l'autre. Nous contiendrons la chose sérieuse, la chose légère, l'entrefilet du jour, la page qui reste. Voilà, c'est une revue, en fait. Une revue, on peut la conserver et pas forcément la jeter tout de suite comme un journal qui serait un quotidien. Si les enfants qui ne lisent pas apprennent à connaître mille choses en regardant nos bois, les gravures, de leurs beaux yeux étonnés et ravis, nous voulons que nos colonnes disent autant à nos esprits que les gravures à la vue. Il y a cette idée du rapport de la valeur de l'image et de la valeur du texte pour que ce soit une instruction et un amusement, mais c'est aussi la dimension d'amusement qui fait que longtemps, ce système de gravure et de photo plus tard va pas être considéré comme de l'art très reconnu. Voilà, notre univers illustré, lui, est à 20 centimes dès 58, et voilà comment on bascule tout doucement, on sera en 1860 à de la photogravure, la photographie de Giard, mais qui est reprise par un système de gravure, et comment je suis un peu plus tard, 1889, gravure de Monsieur Pelot d'après la photographie. Monsieur Pelot en gravure, il touche sa bille parce que faut quand même le graver le truc. Hein. On est quand même de plus en plus proche. Je suis en 1889, j'ai avancé de la photographie. Voilà à quoi ressemble la gravure en question. Et il faudra attendre 1891, voilà une magnifique employée de chemin de fer garde-barrière, pour que l'illustration intègre de la photographie vraiment. On a des procédés dont j'ai parlé, un système de photoglipie, qui sont des systèmes de reproduction. On est en 1864. La princesse Alexandra, on édite une photo de la princesse Alexandra en 1868. On en vend 300 000 exemplaires. Vous connaissez le célèbre magazine Nature, qui existe toujours, et le système dont j'ai parlé de simili-gravure, c'est-à-dire le premier procédé qui va être une façon de reproduire une photographie en système technique. On est dans les années 1870-1880, qui fait qu'on aura une trame qui va plaire tant à Warhol et à Roy Lichtenstein après, à tous ceux qui ont lu des pulps, des BD des années 20 ou des années 50, c'est-à-dire un système de trame qui est très très présent, qui fait que sur ce principe de simili-gravure, on a un copiage, on va dire en 1880, on est à même dans un magazine de mettre une photo qui a été gravée par un procédé mécanique. Et vous voyez qu'elle se mélange avec une gravure, mais d'après photo de Verniolle. Les deux univers visuels se mélangent. C'est cette histoire qui m'intéresse et qui est assez peu commentée parce que on pourrait se dire mais pourquoi vous vous intéressez à des trucs comme ça? Mais c'est parce que en fait il faut que ça nourrisse, si je prends la fin de l'histoire, la consommation d'images, ce monde d'images dans lequel on vit encore aujourd'hui à toute vitesse, qu'on partage et qu'on oublie immédiatement après. Il s'est construit il y a très longtemps. Mais il s'est construit avec du temps, quand même. Avec un système technique pour arriver à reproduire. Talbot, 1844, 1880, un système de gravure.
Parce qu'il faut aussi que l'image, elle coûte rien. Il faut qu'elle soit pas chère pour qu'on puisse avoir envie de la découper. J'en profite pour rappeler que on va aussi longtemps conserver des systèmes de gravure et faits par des artistes. Ici, Raffaelli et ici Janniot et ici Lautrec. C'est-à-dire dans les années 1888, on est à l'époque de Gauguin, Van Gogh, la gravure va être un moyen encore énorme de diffusion des images. Mais le point commun avec cette photo qui n'arrive pas vite, en multiple, c'est d'avoir une image usuelle très très fréquente. On va commencer avec l'héliogravure après à diffuser un nombre incroyable d'images de très haut niveau. J'avais dit que Piazza avait inventé la carte postale. On est en 1891, c'est-à-dire on va commencer à avoir du matériau pour Madame Hawke, de cartes postales, de diffusion d'images un peu partout. Voilà, on a la première expo de photographie de 1895, qui est illustrée par une image. Les premiers magazines féministes qui comprennent à quel point justement, on a besoin de photos et d'images pour faire comprendre cette lutte. Et puis, je vais un peu plus loin, 1898, la vie en plein air, on va avoir des magazines dédiés au sport qui se développent énormément dans ces années 80-90, juste après la défaite française. La vie au grand air, vous voyez, on est en 1898, on a de la photo. Et d'ailleurs, on a quelque chose qui s'est inversé dans le système des revues, c'est que voilà, la course Marseille hier, Nice, on va avoir des courses de vélo, on va avoir des courses de voitures qui sont elles-mêmes créées, initiées, les événements par les magazines eux-mêmes. Je dis aussi, pour rappel, qu'en 1900, le Kodak permet à tout le monde de faire de la photo. Donc, on va avoir des images qui se diffusent et puis une possibilité de faire soi-même des images. En 1901, Féminas, qui donnera le prix littéraire qui existe toujours. Cette vie au grand air qui utilise la photographie et qui diffuse un nouvel art de vivre bourgeois autour du corps, de l'hygiène, de la santé, qui contient donc une idéologie aussi, c'est-à-dire un message politique sur comment il faut être une femme, comment il faut être éduqué, quelle culture on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit savoir de cette nouveauté, puis on doit être intéressé par la nouveauté elle-même. C'est-à-dire que la fréquence de publication, le système de diffusion de l'image va véhiculer une idéologie qui fait que si c'est nouveau, c'est chouette. Ce que je rappelle comme historien des idées que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est chouette. C'est une idée qui vient justement de cette époque-là, que le nouveau, c'est bien. Pas obligé de faire des trucs nouveaux. Il y a des trucs anciens qui marchent très bien. Sans être passéiste forcément, mais c'est pas a priori parce que c'est nouveau que ça va se diffuser. Voilà, des compositions d'images qui deviennent de plus en plus élaborées. Ce Daily Mirror qui montre, je l'ai déjà dit, sur les images politiques, une suffragette qui s'est pris un pain par un bobby anglais, ça devient une image qui est très puissante et qui va agir sur l'ensemble. Et puis, pour finir notre petit exposé sur cette photographie, elle va avoir un impact. Voilà, le miroir, on voit que les images vont se composer. C'est plus une image de pleine page ou une image de témoignage. Les images vont commencer à prendre leur autonomie. Le miroir indique un lieutenant allemand tué dans l'arbre d'où il tirait sur nos officiers, mais le miroir précise aussi, on est en 14, qu'il paye n'importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre présentant un intérêt particulier. C'est-à-dire que, je l'expliquais la dernière fois, les images photographiques, signe qu'elles sont vues sur place et trouvées sur place, ont un rôle politique important, mais leur diffusion, leur multiplication est aussi dans un espace politique très important. On peut finir vite avec le fait que des magazines, regardez, j'aurais même pas besoin de commenter, 1928, la photo est intégrée dans l'affiche. Une publicité Hermès de 1929 qui est un photomontage. Jazz Magazine du 15 septembre 1929, voilà, photo dans les années 20, de la publicité qui coupe l'envie de se raser pour toujours, parce que ce jeu de photomontage et de projection est un peu incroyable. Des photoreportages qui viennent du livre de Stein sur photographie et société, de Gisèle Freund, un article qui montre que Mussolini est un grand papa très gentil et sportif, c'est-à-dire de la pure idéologie politique dans des magazines insérés. Et puis Hitler qui va poser pour des photographes pour étudier ses postures. Bref, toutes ces images, toutes ces circulations des images
affiches de cinéma, mode, vive le cinéma. On est dans les années 30, hein. Jardin des modes, votre beauté, soyez belle, on vous épie. Là aussi, ça donne plus du tout envie d'être belle, tellement c'est flippant. Toute cette imagerie, toute cette diffusion d'images, vous voyez que je glisse doucement vers la troisième partie qui va parler des dadaïstes et d'Anna Hawke en particulier, c'est que ça calibre un art de vivre, une façon de se tenir, un standing et un rôle que les femmes vont devoir avoir, comme dans n'importe quelle société, mais qui est valorisé par ce développement de la bourgeoisie sur le 19e siècle, c'est-à-dire d'une richesse qui n'est pas acquise comme par l'aristocratie, par héritage ancien, mais sur un temps court, et qui donc va vouloir, par l'image, montrer sa réussite. Quand même des éléments qui sont concomitants. Voilà, le magazine Vue, le triomphe de la femme, c'est quand même... Quel est le véritable sexe fort? C'est quand même en 1930, c'est incroyable comme image et comme couverture, hein. On pourrait le mettre aujourd'hui 100 ans plus tard. Et surtout, un petit clin d'œil à mon ami Nassib Traboulsi du Chiot Déclic. La photographie, l'héliogravure qui permet de diffuser va permettre ce jeu de composition de la page. Parce que s'il y en a un qui est fort sur ça, c'est monsieur Nassib Traboulsi. Voilà. Mêler photographie et texte de façon fluide et dynamique. Vous voyez que les photos sont couleur, pas couleur. À l'intérieur de l'image, il y a de la couleur. On peut avoir une typo qui joue un peu partout. Miss France vue à la loupe, haha. Et tout un élément de composition, de photomontage de l'ensemble. L'image n'est plus seule. Elle raconte déjà quelque chose en se diffusant. Il y a une légende qui dit qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle raconte. Mais en plus, elle devient un élément central dans la composition de la page elle-même. Et il me semble que chacune de ces images aura un intérêt toute seule, mais que le fait qu'elle soit avec une typo au regard sur l'Occident, qu'elle soit avec des commentaires, avec des légendes, voilà, tout un rythme de lecture auquel on s'est habitué, qui donne beaucoup de modernité par des obliques, par des éléments beaucoup moins statiques que ce qu'on voyait 100 ans avant. La guerre civile en Espagne, photo de Robert Capa, et comment ils sont tombés à gauche et comment ils ont fui à droite. On a des choses qui sont très, très spectaculaires que Vue va imposer. L'Armée rouge au travail, la photographie scientifique avec le merveilleux pain levé, les grèves de Renault et Henri Luce qui crée Life en 1936, 1 million d'exemplaires par semaine. 1 million d'exemplaires, c'est quand même pas rien. Regard, cette image que vous connaissez, même si vous ne savez pas que c'est ce Zeppelin qui a explosé en vol juste avant d'atterrir, et Art et médecine qui m'intéresse pour une autre raison, voilà, le magazine de mode, le magazine pour femmes, pour cette capacité de mise en page, de double page qui fait des débords, tout cet ensemble d'images qui est tout à fait passionnant. Voilà tout l'ensemble qui s'est mis en place et qui se retrouve par écho. Benjamin nous dit vers 1900, la reproduction technique avait atteint un niveau tel qu'elle était en mesure non seulement de s'appliquer à toutes les œuvres d'art, on va pouvoir multiplier les disques, multiplier les films, multiplier les photos et puis les diffuser. Elle va modifier la façon de toucher tout le monde, mais elle va en retour modifier la façon de le faire, nous dit Benjamin dans les années 20. Et je prends un exemple qui est un peu inattendu, mais qui va expliquer comment le photomontage et le collage arrivent. Une expo qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps sur Rodin. Est-ce que vous saviez que Rodin, en plus de faire des dessins, s'amuse à les découper quand il les a ratés ou pas, et à les coller ensemble. Pouf. On peut faire une conférence plus longue, je l'ai déjà faite, vous la retrouvez sur YouTube. Publicité. On découpe, on colle, on assemble, on isole, et on peut, parce que Rodin est un énorme collectionneur de statues antiques, on peut faire quelque chose qui est absolument révolutionnaire. Il a 1336 objets collectionnés, hein, c'est pas rien. On peut faire quelque chose qui est incroyable, c'est sur un objet ancien, coller ses propres sculptures. C'est pas raisonnable, monsieur Rodin, quand même, de mettre un objet qui a peu de valeur, mais qui est archéologique, hein, qui est une urne antique, une sculpture à lui, jusqu'à, sur un corps antique, coller une main de squelette. Le principe de coller se retrouve, chez Rodin, c'est très spectaculaire, hop, une version de cette muse tragique avec bras. Sans bras, avec bras. Coller et additionner, c'est le principe qu'on retrouve chez Gaudi, collé. Chez Apollinaire, des piles de soucoupes, des fleurs, un calendrier, pim pam pim, je dois fiche près de 300 francs à ma prologue, je préférais me couper le parfaitement que de lui donner. Voilà. Zapping, collage, montage, assemblage, qu'on retrouve en peinture avec les
le pigeon au petit pois qui colle des écritures dans l'image et qui va jusqu'à la nature morte à lâcher scanner qu'on trouve au musée Picasso, coller une vraie corde autour, coller un autocollant de chez Scanner et puis peindre par-dessus. Coller comme principe d'assemblage. Soit dit en passant, j'y suis passé un peu vite et je peux revenir en un instant. Des femmes des années 70, artistes Myriam Shapiro et Melissa Meyer, disent que les collages de Picasso et Braque, ce ne sont pas eux les vrais inventeurs. Elles vont inventer un terme qui s'appelle les fémages, c'est-à-dire le fait que des femmes collent dans des albums, fassent ce qu'on pourrait appeler du scrapbooking bien avant, et des tissus, des jeux avec les photos elles-mêmes. Donc ici, Lady Filmer qui découpe, on est en 1860, dans des magazines, c'est une dame anglaise qui va découper dans des magazines à propos de la vie collective publique, de la reine, de la famille royale, des gens un peu célèbres, ou d'elle-même, coller, découper, assembler. Alors, ce que Shapiro et Meyer indiquent, c'est que finalement, quand c'est Picasso et Braque, c'est bien, c'est les inventeurs du collage, et puis quand c'est une petite dame qui fait de l'ouvrage, de dame, ben, ce ne serait pas de l'art. Voilà. Vous comprenez que la question n'est pas juste celle de regarder avec de l'estime un ouvrage de dame, mais de se poser la question de ce qu'est l'auteur, et surtout de ce qu'est l'auteur quand on utilise des images qui ne sont pas à vous, ce qui est le principe du collage. Et ce qui va être au cœur de l'enjeu du travail de Hannah Hawk. On en profite aussi pour rappeler que ce regard mécanique sur le réel va influencer évidemment la peinture. C'est-à-dire le système de collage chez Duchamp, chez Kupka juste avant, ce principe de petits segments d'image, c'est la photographie qu'il invente et on va pouvoir coller des éléments qui ne sont pas cohérents entre eux et qui vont suggérer le mouvement, l'avancée, le rythme de la vie moderne. Qu'on retrouve ici, qu'on retrouve dans les collages cubistes, mais beaucoup, et qu'on va retrouver chez les dadaïstes. Chez Raoul Haussmann, qui est un peu le dadazof, le dadaïste principal, Dada, c'est Berlin, c'est Hanovre et c'est Zurich. Il y en aura en Allemagne, il y en aura en France, mais c'est vraiment là-bas que ça commence avec ce jeu de mots Dada qui veut à la fois dire deux fois oui et qui veut dire cheval, qui veut rien dire, qui est absurde. Dans une époque où l'Allemagne de Guillaume II est en train d'aller tout doucement et sûrement vers la guerre, puisque Guillaume II, on l'a rendu responsable, pas complètement à tort, de vouloir, sous prétexte d'avoir une grande Allemagne, montrer sa puissance, rattraper son retard colonial et donc déclencher une guerre pour montrer sa supériorité, pour affaiblir les grandes nations européennes. C'est tout à fait discutable. Et donc, le dadaïsme, il est aussi confronté à ce système bourgeois des images qui nous sont montrées un peu partout. L'esprit de notre temps, un collage un porte-monnaie, un élément, un gobelet de soldat, puisqu'on est juste avant la guerre. Hein. Si Dada est absurde, c'est aussi parce que la guerre arrive et qu'elle va avoir lieu et que personne n'arrive à l'éviter. Une règle, Tatlin, qui est un des grands créateur russe qui a une tête remplie d'un mécanisme qui est comparé aux organes du corps, des cartes, on va appeler ça des régimes d'images, c'est-à-dire des sortes d'images qui viennent d'endroits différents. Georges Grosz, qu'on connaît surtout comme un peintre, qui va mélanger du dessin à de la photo qu'il découpe dans des journaux par morceaux, qu'il recompose. Vous voyez comment les éléments d'une image passent dans l'autre, et puis se jouent par le graphisme. Voilà, il nous fallait des images de la vie de tous les jours pour que petit à petit, des artistes s'en saisissent pour des raisons politiques, en fait, parce que cette diffusion de l'image politique, elle fait qu'on nous envoie des messages un peu dans tous les sens et qu'il faut qu'on y réponde. Et Hannah Hawk va, par exemple, reprendre les deux principaux représentants politiques en photo dans le journal berlinois à la plage et donc les découper, les ridiculiser, les assembler, transformer l'échelle en collant des corps sur des têtes, en décapitant des têtes, en jouant avec la typo et avec le rythme de lecture, puisque la vertu des images de Hannah Hawk, c'est la seule femme dadaïste, et c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle est citée maintenant, c'est qu'elle a un talent fou. Par contre, le fait qu'elle soit femme va jouer juste après. C'est cette structure noire
Voilà, le talent fou qu'elle a, c'est que vous voyez cette grande ligne noire. Si vous regardez les lignes noires, elles donnent une structure à l'ensemble qui fait que le collage n'est pas trop fouillis. On a des éléments de respiration, de vide, qui fait que tout ce qui a été emprunté ailleurs, on va pouvoir le regarder de près, avoir un système de lecture de l'ensemble global, une image globale, avec quelque chose de tout à fait révolutionnaire, hein, quand même, que je redis en le résumant. Hein. Quelqu'un qui fait une image sans se mouiller, c'est-à-dire sans dessiner, sans talent, sans savoir-faire, sans apprentissage, en utilisant des images qui ne sont pas à lui. C'est-à-dire qu'il réinvestit, qu'il réactive en le transformant. Et qui va, par ce faire, non pas jouer à se moquer de l'art, en fait, mais à essayer de coller à une société qui diffuse toutes ces images. Paula Tsara, dans le numéro 8 du manifeste Dada, dit pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article de la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, agitez doucement et collez comme ça vient. Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. Voilà une façon de ridiculiser l'artiste, comme les artistes romantiques en 1805 l'ont développé, l'artiste un peu incompris, qui serait un peu voilà, un portrait qu'on pourrait appeler Charge de Raoul Haussmann, le grand dadaïste, le compagnon de Anna Hawke, qui nous représente ici le critique d'art. Le critique d'art, il ne voit plus rien puisqu'il a des yeux, il a un timbre à coups de latte sur la tête. Des images qui viennent, un timbre, sa carte de visite à lui, des photos découpées qui font une espèce de silhouette, des tampons, des éléments qui viennent de la publicité, du graphisme par-dessus. Voilà, les dadaïstes, c'est le collage roi et le magazine roi, c'est-à-dire le système de diffusion d'événements qui, la plupart du temps, et c'est la vertu des dadaïstes très supérieure en ce sens-là aux surréalistes, c'est-à-dire rien garder, vraiment de l'éphémère pur. Ils vont inventer la performance pour cette raison-là, c'est-à-dire improviser de la poésie devant tout le monde, improviser une musique devant tout le monde, improviser une sorte de pièce de théâtre devant tout le monde, par jeu de collage, par interruption, par rythme absurde qui joue avec l'absurdité de la situation et avec la réaction du public, surtout un petit canevas, un public et de la surprise. Voilà, Georges Grosz va s'associer à Hertzfeld. On a les quatre avec Haussmann et Anna Hawke. On pourra ajouter Kurt Schwitters. Alors, on a quelquefois des collages Dada qui sont que de l'écriture. Mais l'image est au cœur du projet. Raoul Haussmann, ici, encore avec un collage. Quelquefois, va jouer avec la multiplication et on a plein de fois le même objet. Et plein de fois un jeu avec la décérébration, le fait de ne plus avoir trop de cerveau à force de consommer. Quand on soupçonne nos enfants aujourd'hui de regarder trop la télé, c'est déjà le cas il y a 100 ans exactement, on est en 1920. Voilà, le numéro de Dada, numéro 3, Raoul Haussmann en photo ici avec son monocle et sa grande gueule, Georges Grosz, Bader qui est encore le 6e qu'on pourrait ajouter, qui est assez efficace dans la provocation, le même Haussmann qu'on va retrouver dans ce collage ici, qui est un de ceux les plus connus, ABCD, sa photo à nouveau, sa carte de visite, des comètes et un régime d'images pour les plus sensibles, attention, de la typo, des tickets, des cartes du monde, une voie lactée, du petit graphisme, des gribouillis, sa carte de visite, un toucher vaginal qui vient d'un magazine médical, un billet de banque, et pour les plus observateurs, c'est pas moi qui l'ai dit, deux formes arrondies autour d'un objet oblong qui doit indiquer quelque chose d'un peu sexuel. On va se le dire comme ça. Encore Georges Grosz, vous voyez le principe du collage comme système de création pour faire des sculptures qui sont à deux doigts de se casser la figure, ou pour ici, on a Haussmann et Anna Hawke que voilà, Georges Grosz au mur, et Georges Grosz, l'auteur de cette petite ridicule tête de cochon sur uniforme d'officier prussien. Voilà, le slogan, la poésie peut être de l'écriture, la peinture, entre guillemets, peut être un assemblage d'écriture,
le collage se retrouve en peinture, jusqu'à mélanger peinture et collage. Vous voyez, c'est une peinture qui a été collée sur la peinture de Georges Grosz. Première grande foire internationale de Berlin, avec un petit bémol, puisque tout ça n'est pas tout à fait parfait. Voilà, les œuvres de Schwitters, elles sont plus abstraites. Là, ce sont des systèmes de tampons les uns sur les autres. Mais Schwitters va ouvrir la voie au fait de coller des objets dans la peinture, de façon plus radicale encore que l'a fait Picasso. Y compris, il avait le sens du like avant tout le monde, deux petits chatons, histoire qu'on adore. Et il va ouvrir la voie à ce qu'on appellera le néo-dadaïsme, c'est-à-dire dans les années 50, ce que Robert Rauschenberg, le peintre américain, avant Warhol, va refaire, en fait. C'est-à-dire la même chose, un principe de récupération d'objets invalides, sans intérêt, puisque ça va aussi avec le... On démonte le statut d'auteur, mais on utilise aussi des objets imprimés, des images qui ont l'air de ne pas jouer à quoi que ce soit. Alors, les photomontages de Heartfield montrent quand même le père et ses enfants donc, qui dirigent une armée de soldats squelettes ou une armée d'enfants. Ce n'est pas des petits photomontages. On a l'impression que Dada va vouloir être abstrait, mais Heartfield, voilà, il fait de Hitler un Superman. On est dans les années 30. Je vais passer doucement de 18 à 30. Les grands industriels qui financent la politique d'Hitler, voilà, des choses qui sont très puissamment dénoncées par le photomontage. Toujours Heartfield, qui est un des plus politiques de l'ensemble, qui montre que Goebbels fait passer Hitler dans son accession au pouvoir, c'est tout à fait vrai, pour un gauchiste, qu'on retrouve en couverture de magazine. Le photomontage est un jeu avec cette société des médias et de l'image, mais un jeu politique qui rebondit. Voilà pourquoi cette organisation, cette séance numéro 12 est après la photo politique, un système de jeu avec l'image politique qu'on trouve un peu partout. Et c'est comme ça que nous pouvons conclure avec Anna Hawke. Parce que Anna Hawke est un pur génie, méconnu. Première grande exposition sur elle en France, 1979. Elle avait 80 ans, elle était pas très loin de mourir. Elle a été maîtresse de Raoul Haussmann, l'organisateur principal, qui va la défendre parce que Schwitters, Bader n'était pas trop chaud pour qu'il y ait une fille chez les dadaïstes. Elle va, lors de la Première Guerre et de la Seconde, être une de celles qui va le plus conserver, elle est à gauche encore, les archives de Dada, parce que tous ces gens avaient soit disparu, soit s'étaient éclipsés, soit étaient morts. La voilà encore avec Raoul Haussmann dans cette exposition dadaïste. Et ce qui est intéressant chez Anna Hawke, c'est son talent de composition, je l'ai évoqué, son goût de l'analyse politique, ça on va le voir aussi, mais aussi un art qui va avec son statut de femme, c'est-à-dire que ce qu'on voit ici qui s'appelle Da Dandy, on a un petit dada ici, mais on a, il nous faut un peu de temps pour le voir, elle-même, avec ce qu'on attend d'une femme, le sourire, les grands yeux, le collier, les bracelets, les chaussures à talons. Mais déjà questionné, et on mettra du temps à le voir, il faudra ces années 1970 pour qu'on comprenne à quel point Anna Hawke est toujours aussi pertinente. En fait, elle n'est pas dans une attaque frontale politiquement, elle est en train de montrer que le rôle des femmes au foyer en tant que belle gonzesse peut être questionné, c'est qu'elles peuvent être autre chose que ça. Donc, cette façon d'instrumentaliser les femmes va être au cœur du travail de Anna Hawke, parce que si vous regardez bien, le profil du dandy, c'est celui de Haussmann. Vous voyez, le nez ici, la bouche, le menton. Donc, elle est à la fois au centre de l'intérêt de son amant, elle est dans toutes ses pensées, et en même temps, elle ne voudrait pas être que ça. Anna Hawke a un grand sens du photomontage, quelquefois dans la première partie de ce que je veux montrer là en 2 minutes, très simple, des fonds unis, des jeux d'échelle, de décalage, avec des choses qui sont découpées, vous voyez, des cuillères, des couteaux, qui redéfinissent le visage des femmes ou leur rôle de jolies filles. Là, c'est elle. Un jeu de déformation, de défiguration avec les enfants, avec les femmes, je le dis, et avec ce qu'on attend aussi de l'image des femmes, de la coiffure, du port de tête, du corps.
le photomontage politique, il est aussi dans ça, dans le fait de jouer avec des éléments de décoration jusqu'à fabriquer une image qui est de plus en plus complexe. Voilà, là, il y a un élément de décor qui joue, on n'est plus avec seulement des figures, un élément de décor qui fait que la composition par les images est de plus en plus élaborée. Vous avez vu tout à l'heure que Raoul Haussmann s'est baladé d'une photo à l'autre, mais on a des photos en plus grand nombre qui se retrouvent d'une œuvre à l'autre, qui circulent. Et puis, des choses qui peuvent devenir très impressionnante, puisque celle-ci, qui a l'air d'être un grand fouillis, même si les grands vides clairs nous aident à nous y retrouver, est un des grands chefs-d'œuvre aussi qui est à Berlin, parce que déjà, c'est un photomontage, une coupe au couteau de cuisine à travers la dernière époque culturelle ventripotente allemande de Weimar. On a l'empereur qui est là, on a des féministes qui perdent leur tête, on a le pouvoir en place dans toute la partie supérieure, on a Dada et la liberté de ces femmes, on a Raoul Haussmann avec sa grande gueule qui est en bas, on a une carte qui localise les endroits où les droits des femmes sont plus développés. On a des tas d'éléments qui nous disent que, alors que Karl Liebknecht vient d'être assassiné, là on est en 1920, qu'il faut qu'il rejoigne le dadaïsme. Et le simple fait que, alors, le titre, à travers la dernière époque culturelle ventripotente allemande de Weimar. D'ailleurs, j'ai vu que c'était ventripotente, c'était aussi gonflé à la bière. On voit bien l'état d'esprit de ce que c'est. La charge politique vient de critiquer la représentation, la manipulation de l'image, le fait que Dada va ridiculiser tout ça, que l'empereur peut être presque un jouet avec sa roue autour qui peut être actionné. Et puis on a Lénine qui se retrouve être un petit danseur. Des tas d'éléments qui, quand on se balade dans l'image, sont bien plus compliqués que ça. Mais ce qui m'intéresse pour finir, c'est ce titre qui est génial, de couper au couteau de cuisine. C'est à la fois quelque chose qui est violent, qui est aussi ce à quoi on limite la femme, voilà, à la cuisine. Mais faire du découpage au couteau de cuisine, c'est pas rien. C'est pas juste anodin, c'est aussi tranchant. Et c'est une façon de montrer que Anaok montre les dents, même si c'est pas frontal. Que à l'intérieur de ces images, on a quelque chose qui recompose une image de la femme et de ce qu'on attendrait d'elle. On dit d'elle, justement, cette rétrospective de 79, elle n'a pas été suivie de grand-chose. On a eu quelque chose il y a quelques années, mais rien de centré sur Anaok directement, qui fait que on a du mal à encore voir ces images, et notamment la partie après les années 40 jusqu'aux années 60 sur lequel elle va travailler. C'est-à-dire des choses ici aussi évoquées, cette idée dans les années 20 d'un musée d'ethnographie, c'est-à-dire de faire entrer dans les références visuelles qui sont convoquées, c'est une des seules qu'il fait qui va plus loin que les autres dadaïstes, des éléments ethnographiques africains qui viennent des colonies, en fait, qui montrent que ce musée d'ethnographie, on est en 1929, au moment où Hitler a bien décrit qu'il voulait classer les races et les séparer, que un musée de l'ethnographie, c'est peut-être une absurdité, en fait. C'est peut-être des monstres qui vont se fabriquer, des monstres mis dans des cases que la photographie avait déjà commencé à faire, on l'a vu le mois dernier. Voilà, autour d'une bouche rouge, c'est un collage de 1967. Anaok va être très longtemps, très discrètement, une redoutable collagiste qui résume bien l'ensemble de cette virulence, en fait. Là encore, les deux élus transformés dans une petite vaguelette ridicule et enfantine. Ce système de diffusion de l'image, il existe chez les Russes, chez Rodchenko, et il existera évidemment, on le reverra plus tard, chez les surréalistes avec Claude Cahun, un jeu d'image sur l'image, ici créé par elle-même, mais à d'autres moments comme un photomontage de l'ensemble de son travail. Cette culture de l'image, on la retrouve, elle est partout, hein. Elle est dans Life qui va accompagner notre vie,
Ces images qui montrent ce qu'on ne voit pas, la lune, le chagrin, la naissance, les événements, la starification qui sera au cœur du travail du pop art. Et nous verrons, j'ai été un peu... Là, on est en 1947 seulement, hein, c'est le tout début du pop art, c'est un collage de Paolozzi en anglais. Warhol, c'est les années, fin des années 50-60. Un jeu aussi avec ces images montées, assemblées. C'est Hamilton aussi en Angleterre. Tout ça vient de cette diffusion de l'image. L'image est partout. L'image photographique a pris le relais de la gravure et va ne plus arrêter de se diffuser. Et elle va devenir la matière première des artistes. Et donc, en retour, on le verra le mois prochain avec Adjet qui va fournir des images pour les peintres, mais aussi fournir un intérêt pour le processus de fabrication de l'image, plus important encore que l'image elle-même. Qu'est-ce qu'on fait de ces images? Comment ces documents vont prendre un rôle différent quand, par exemple, les surréalistes les regardent? Je vous remercie et à bientôt.